7 octobre 2023, l'impensable vient de se produire. Le Hamas, organisation terroriste présente notamment dans la bande de Gaza, vient de lancer une attaque éclair et meurtrière contre Israël. Plus d'1 millier d'Israéliens perdront alors la vie et plus de 200 civils seront également enlevés par les soldats du Hamas. La réponse du gouvernement israélien et de son premier ministre Benjamin Netanyahou sera immédiate. Brutale, sanglante et en quelques jours à peine, la bande de Gaza va se retrouver sous les bombardements. Des dizaines de milliers de civils, dont la majorité sont des femmes et des enfants, vont décéder suite aux attaques de l'armée israélienne et la majorité des Palestiniens de Gaza vont être obligés de fuir pour éviter les bombardements. Et depuis lors, la situation n'a fait qu'empirer. Chaque jour, des centaines de civils palestiniens meurent sous le coup des bombardements israéliens, comme ce fut le cas à Rafah il y a quelques semaines. De l'autre côté, une centaine d'Israéliens continuent à être pris en otage par le Hamas et leur sort demeure plus que jamais incertain. Au niveau international, les opinions sont également très tranchées, avec notamment beaucoup de pays condamnant les actions d'Israël et de Benjamin Netanyahou, accusant le chef d'État de procéder à un véritable génocide de la population palestinienne. Dans l'autre camp, on explique au contraire qu'Israël a le droit de se défendre et que le Hamas doit être exterminé quoi qu'il arrive, quitte à ce que cela coûte la vie à des centaines de milliers d'innocents. Israël contre le Hamas, ou plutôt Benjamin Netanyahou contre le Hamas. Voilà l'opposition que nous vend partout, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux depuis bientôt 8 mois. D'un côté, un chef d'État extrêmement puissant, et de l'autre, l'une des organisations terroristes les plus influentes au monde. Sauf que tout cela est faux. Littéralement, tout ce qu'on vous dit depuis le 7 octobre 2023 au sujet de l'opposition Benjamin Netanyahou-Hamas est faux. Ou plutôt, on oublie souvent de vous raconter l'histoire dans son intégralité. Car non, la relation entre le Hamas et Netanyahou n'a pas commencé il y a 8 mois, mais plutôt des décennies en arrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si aujourd'hui Netanyahou dépeint le Hamas comme le mal absolu, devant à tout prix être éliminé, dans le passé, ça n'a pas toujours été ainsi. C'était même plutôt le contraire, et pendant très longtemps, Netanyahou a, en toute discrétion, tout fait pour que le Hamas se développe et prenne le pouvoir en Palestine. C'est une histoire complètement folle dont on ne vous parlera quasiment jamais, alors accrochez-vous bien, car aujourd'hui je vous parle de l'un des chefs d'État les plus puissants au monde et comment ce dernier a utilisé une organisation terroriste pour gouverner en toute impunité. Pour comprendre comment le Hamas a été utilisé pendant très longtemps par Benjamin Netanyahou, faut tout de même comprendre comment l'organisation a été créée et surtout dans quel contexte. Et pour cela, faut faire un grand retour en arrière, plus précisément dans les années 70. À ce moment-là de l'histoire, la Palestine est dirigée par l'Organisation de Libération de la Palestine, ou OLP, et plus particulièrement son parti politique le plus important, le Fatah. Dirigé par Yasser Arafat, dont on reparlera un peu plus tard, le Fatah est à cette époque considéré comme l'ennemi numéro 1 d'Israël. C'était lui qui menaçait le plus les intérêts du pays et dont les membres étaient régulièrement arrêtés, voire tués par l'armée israélienne. Mais en parallèle du Fatah et de l'OLP, on va peu à peu commencer à voir émerger en Palestine d'autres organisations, comme celle qui nous intéresse, Mujama al-Islamia. Alors cette organisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'était pas à but politique au départ, et poursuivait au contraire des objectifs caritatifs. Elle est fondée en 1973 par un homme du nom de Cheikh Ahmed Yassine, qui se présentait comme une sorte de chef religieux voulant simplement enseigner la religion musulmane à la population palestinienne. Car oui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la plupart des Palestiniens de l'époque n'étaient pas forcément musulmans, et des organisations comme l'OLP ou le Fatah se voulaient même être totalement laïques et non affiliés à une religion en particulier. Et rapidement, Mujama al-Islamia va commencer à s'étendre au sein de Gaza. L'organisation va construire de nombreuses infrastructures publiques comme des écoles, des bibliothèques, des cliniques ou encore de nombreuses mosquées. Des projets qui vont fortement aider la population palestinienne et vont accroître la bonne réputation de Mujama al-Islamia. À tel point qu'en 1979, l'organisation est officiellement reconnue comme un organisme de bienfaisance par Israël. Et cette reconnaissance va permettre à Mujama al-Islamia de lever des millions de dollars et de financer des projets de plus en plus importants. Tout semblait donc aller pour le mieux, mais au même moment, les autorités israéliennes vont commencer à recevoir plusieurs informations inquiétantes concernant Mujama al-Islamia et le Cheikh Ahmed Yassine. Ce dernier serait pas un pacifiste comme il le prétend, mais aurait des ambitions politiques réelles et voudrait la destruction de l'État d'Israël. De plus en plus de rapports vont commencer à arriver, tous plus inquiétants les uns que les autres, expliquant qu'il fallait démanteler Mujama al-Islamia le plus vite possible et arrêter Yassine. Sauf que ces avertissements ne vont pas être pris au sérieux, notamment par le gouverneur israélien de Gaza à cette époque, Yitzhak Segev. Ce dernier va marteler que le véritable ennemi d'Israël c'était le Fatah et que bien qu'il se faisait pas d'illusions sur les réelles intentions d'Ahmed Yassine, il pouvait pas vraiment y faire grand chose. Au contraire, Yitzhak Segev et d'autres dirigeants israéliens vont se dire que la montée en puissance d'Ahmed Yassine pouvait être bénéfique et même servir leurs intérêts. Car si de plus en plus de Palestiniens devenaient musulmans et rejetaient donc l'OLP et le Fatah, cela allait forcément créer des tensions au sein de la population palestinienne et donc perturber le territoire de l'intérieur. C'était ça globalement le pari des autorités israéliennes, laisser Mujama al-Islamia se développer pour créer une alternative à l'OLP et affaiblir les Palestiniens. C'est le fameux diviser pour mieux régner. Et
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Israël avait vu juste, terriblement juste même. Au début des années 80, la tension entre Palestiniens laïcs et musulmans atteint des sommets. De nombreux affrontements éclatent chaque jour sans que jamais les autorités israéliennes ne décident d'intervenir. Sauf qu'en 1984, un événement très grave va avoir lieu et va bien obliger Israël à prendre une décision ferme. En effet, cette année-là, le Tchèque Ahmed Yassin va être arrêté après qu'on ait découvert de nombreuses armes cachées dans une mosquée construite par Mujama al-Islamia. Un certain nombre de dirigeants israéliens vont alors expliquer que c'était la preuve que Ahmed Yassin avait de vraies ambitions politiques et que Mujama al-Islamia n'était pas qu'une simple organisation caritative. Un responsable israélien des affaires religieuses du nom d'Avner Cohen va notamment expliquer que si Israël relâchait Ahmed Yassin, les conséquences sur le long terme seraient dévastatrices pour le pays. Et on va voir par la suite que cette prédiction s'avérera être terriblement juste. Sauf que, malgré les avertissements de Cohen, les autorités israéliennes vont bel et bien relâcher Yassin en 1985. Ce dernier avait réussi à les convaincre que les armes trouvées dans la mosquée étaient destinées à combattre les Palestiniens laïcs de l'OLP et non pas Israël. Ça paraît grossier, mais les autorités israéliennes, toujours dans leur optique de diviser pour mieux régner, vont croire Yassin et ce dernier put donc retourner à Gaza libre comme l'air. Et tout cela nous amène donc en 1987, année durant laquelle le cheikh Ahmed Yassin va, avec 6 autres de ses amis appartenant à Mujama al-Islamia, créer un nouveau mouvement militant. Le Hamas. Fondé au moment de la première intifada, le Hamas se revendique dès le départ comme une organisation radicale, islamiste et combattant pour la destruction d'Israël. Et extrêmement rapidement, le Hamas commence à regrouper un nombre conséquent de sympathisants. Faut dire qu'à ce moment-là de l'histoire, Ahmed Yassin c'est quelqu'un de reconnu et respecté à Gaza, notamment grâce à ce qu'avait entrepris son association Mujama al-Islamia. Il est très soutenu par une partie de la population locale et rapidement le Hamas devient un organisme influent en Palestine. Et là vous devez sûrement vous demander comment a réagi le pouvoir israélien suite à la création du Hamas. Est-ce qu'il s'était rendu compte que relâcher Ahmed Yassin et laisser son organisation se développer pendant de si nombreuses années avait été une mauvaise idée? Eh bien, absolument pas. En fait, exactement comme pour Mujama al-Islamia, les autorités israéliennes vont pas vraiment porter d'intérêt au Hamas. Pour eux, c'est clair et net, il existe toujours un seul et véritable ennemi, le Fatah, et la naissance d'un nouveau mouvement politique ne peut que être bénéfique car cela permettrait de diviser encore plus la population palestinienne. Et même quand un an plus tard, en 1988, le Hamas publiera sa charte officielle dans laquelle il appellera au djihad contre Israël, rien ne sera fait pour empêcher l'organisation de se développer. Pire, les autorités israéliennes vont maintenir un contact constant avec le Hamas, avec notamment des rencontres régulières entre l'un des leaders de l'organisation, Mahmoud al-Zahar, et le ministre israélien de la défense de l'époque, Yitzhak Rabin. Oui, ça paraît dingue d'entendre ça aujourd'hui, mais le Hamas et les autorités israéliennes étaient très proches en 88, toujours dans cette optique de combattre l'OLP et le Fatah. C'est le fameux « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Sauf que forcément, à force de laisser le Hamas se développer en toute tranquillité, voire même de lui donner une certaine légitimité, l'inévitable va finir par se produire. En 1989, le Hamas lance une première attaque contre Israël en enlevant et en tuant 2 soldats. Stupeur du côté des autorités israéliennes qui ne comprenaient pas comment une organisation qui clamait ouvertement vouloir leur destruction avait bien pu les attaquer. Bon, blague à part, l'attaque du Hamas sur Israël sera un véritable électrochoc pour l'État hébreu qui va peu à peu réaliser que soutenir une telle organisation, ça n'ait pas été la meilleure des idées. Les forces armées israéliennes vont immédiatement répliquer à cette attaque et arrêter le cheikh Ahmed Yassin, puis le condamner à perpétuité. Ils pensaient sans doute que cela tuerait l'organisation dans l'œuf, mais en réalité, il était déjà trop tard. Le Hamas était une organisation solide avec de nombreux membres et un nombre de sympathisants en constante hausse. Si Ahmed Yassin était bel et bien en prison, son idéologie, elle, était libre comme l'air. Le Hamas va continuer à mener des actions contre les civils et l'armée israélienne, et peu à peu, l'organisation va enfin devenir l'ennemi numéro 1 d'Israël. Surtout que, de l'autre côté, les relations entre l'État hébreu et l'OLP vont, elles, considérablement se réchauffer, et au début des années 90, les deux parties vont même signer un accord historique, les fameux accords d'Oslo de 1993 et 1995, qui incluaient la reconnaissance officielle d'Israël par l'OLP et surtout l'établissement d'une autorité palestinienne autonome pour gouverner la Cisjordanie et la bande de Gaza pour une période intérimaire de 5 ans. Depuis 1948, la création officielle d'un État palestinien n'avait jamais été aussi proche, mais un événement va venir tout chambouler. L'assassinat en 1995 de Yitzhak Rabin, premier ministre de l'État hébreu, par un militant israélien d'extrême droite. Cette mort va fortement freiner le processus de paix israélo-palestinien entamé avec les accords d'Oslo, mais va surtout avoir pour conséquence l'arrivée au pouvoir en Israël d'un sinistre personnage, Benyamin Netanyahou. Après la mort de Yitzhak Rabin, des élections vont avoir lieu en Israël pour déterminer qui serait le nouveau Premier ministre. On aura d'un côté Shimon Peres, immense favori, qui avait déjà été Premier ministre à plusieurs reprises, et surtout prix Nobel de la paix de 1994 pour son rôle crucial dans les accords d'Oslo. Et de l'autre côté, le chef de l'opposition, l'outsider, celui que l'on surnomme Bibi, Monsieur Benyamin Netanyahou. Et si, comme je vous l'ai dit, Peres va pendant être très longtemps le grand favori de ces élections, il y a un événement qui va tout changer, ou plutôt une série d'événements. Plusieurs attentats suicides perpétrés par des kamikazes du Hamas qui tueront plusieurs dizaines
dizaines de civils israéliens. Et Netanyahou, qui pourtant ne partait pas du tout favori, va utiliser cette série d'attentats pour convaincre la population israélienne de voter pour lui. Il va notamment expliquer que le processus de paix entamé avec les accords d'Oslo était une erreur et que pour la sécurité d'Israël, il ne fallait pas la création d'un État palestinien. Et la population israélienne va être très séduite par ce discours sécuritaire et va donc faire confiance à Netanyahou qui, alors qu'il n'était pas du tout favori, va être élu premier ministre de l'État hébreu en 96. Et c'est à ce moment-là, il y a donc presque 30 ans, que naît la relation si particulière entre Netanyahou et le Hamas. Car sans cette série d'attentats perpétrés par l'organisation peu avant les élections, Benyamin Netanyahou n'aurait jamais été élu. Pas de Hamas, pas de Netanyahou au pouvoir en 96. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Et quand Netanyahou devient Premier ministre, c'est donc avec un but précis en tête, tout faire pour qu'un État palestinien ne voit jamais le jour. Pour lui, la sécurité d'Israël et ses habitants passe par la non-existence d'un État palestinien. Il va donc passer ses 3 années en tant que Premier ministre à saboter les accords d'Oslo afin de s'assurer que jamais, au grand jamais, un État palestinien existe. Et oui, certes, Netanyahou va rencontrer Yasser Arafat, le chef de l'OLP, et signer plusieurs accords, notamment le protocole d'Hébron. Mais tout ceci n'était que de la comédie, et jamais Netanyahou n'a vraiment eu l'intention de reconnaître un État palestinien. Et si vous me demandez pourquoi je suis aussi affirmatif dans mes propos, c'est tout simplement car ce que je viens de vous dire, Benyamin Netanyahou l'a avoué lui-même, devant une caméra. Ok, je sais, c'est hallucinant car on n'en parle nulle part, mais il existe en fait une vidéo enregistrée en 2001 dans laquelle Netanyahou fait des confidences pour le moins troublantes. Pour le contexte, il pensait pas être filmé à ce moment-là et va quelque peu se laisser aller en faisant des révélations chocs comme celle-là. Ou bien celle-ci. שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה אתם פוגשים? אתה לא מפחד מהעולם ביבי. Et c'est pas tout, car dans cette vidéo, ils vantent également de la facilité qu'il a eu à manipuler le gouvernement américain et expliquent comment il a réussi à, je cite, manœuvrer le président Bill Clinton. Je sais, c'est dingue, et pour ceux que ça intéresse, la vidéo dans son intégralité dans la description, tout comme d'ailleurs toutes mes autres sources. Et donc, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez un peu mieux quelle est la réelle posture de Netanyahou vis-à-vis de la Palestine. Même si en apparence, quand il arrive au pouvoir en 96, il semblait pas forcément opposé à la création d'un État palestinien, en réalité, il pensait tout l'inverse. Et d'ailleurs, les Palestiniens vont bien se rendre compte de ça, que malgré les accords d'Oslo, rien n'avait réellement changé dans leur vie. Plus les mois et les années vont passer, plus une part croissante de la population palestinienne va se sentir trahie et se dire qu'elle n'aurait jamais de territoire officiel. Et c'est donc pour cela qu'en 2000, le peuple palestinien se soulève une nouvelle fois pour ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Seconde Intifada. Un nouveau soulèvement bien plus violent que le premier et qui fera des milliers de morts d'un côté comme de l'autre. Et c'est notamment pendant cette Seconde Intifada que le Hamas, jusque-là tout de même assez marginalisé, va réellement prendre de l'importance en Palestine. Car alors que dans les années 90, l'organisation était principalement connue pour ses attentats meurtriers, la Seconde Intifada va changer la donne. Car beaucoup de Palestiniens vont perdre confiance envers l'OLP et le Fatah et vont peu à peu se laisser séduire par le discours du Hamas. On ne faisait que leur mentir à longueur de journée et le Hamas ressemblait de plus en plus au dernier espoir de la population palestinienne. L'organisation terroriste va donc fortement gagner en popularité au début des années 2000 et en 2005, un événement majeur va encore venir tout chambouler. En effet, sous la pression de cette seconde intifada, le premier ministre Ariel Sharon va ordonner le retrait officiel des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Une décision ferme qui a permis aux habitants de Gaza d'être souverains sur leur territoire pour la première fois depuis 1967. Enfin, ça, c'était dans les faits. Car si Israël va bien se retirer de Gaza, le pays ne laisse aux autorités palestiniennes ni le contrôle de leurs frontières, ni de leurs eaux territoriales, ni de leur espace aérien. C'est donc une victoire en demi-teinte. Si les Palestiniens récupèrent enfin une forme d'autorité sur leur territoire, ils sont pas vraiment souverains et le retrait des troupes israéliennes ne va pas forcément améliorer leur qualité de vie. Mais là, ok, je me dois de faire une petite pause. Si je résume, en 2005, les Palestiniens récupèrent enfin une forme d'autorité sur leur territoire et sont donc en réalité pas très loin d'obtenir enfin la reconnaissance officielle de leur État. Et donc vous vous demandez sûrement, que pense Benyamin Netanyahou de tout ça? Lui pour qui la création d'un État palestinien est son pire cauchemar, comment a-t-il réagi à tout ça? Eh bien, vous en doutez, il n'a pas, mais alors pas du tout soutenu cette initiative. Il va même démissionner de son poste de ministre des Finances
en guise de protestation et clamait haut et fort que c'était une erreur de laisser toute forme d'autonomie à la Palestine. Mais ça, c'est la version que tout le monde connaît, car il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas au sujet de la démission de Netanyahou. C'est qu'en avril 2005, quelques mois avant que les troupes israéliennes se retirent de Gaza, l'un des proches conseillers de Netanyahou va se rendre à Genève pour rencontrer un émissaire du Hamas. Lors de cette réunion ultra confidentielle, les deux parties vont notamment discuter de la possibilité de cogestion administrative avec le Hamas dans les territoires occupés. Et ces mots, je les invente pas, car ils viennent tout droit d'un article du Canard enchaîné datant du 1er février 2006 qui s'intitule « Les très secrètes relations Israël-Hamas ». Bon, je vous fais pas un dessin, ça a été extrêmement compliqué de réussir à mettre la main sur ce journal qui a plus de 18 ans, mais j'ai réussi à me le procurer et on y apprend des choses très intéressante. Car outre la rencontre secrète entre un conseiller de Netanyahou et un représentant du Hamas, on apprend plein de petites anecdotes méconnues du grand public concernant la relation Israël-Hamas. Et je pense que ça va vous intéresser parce que là, littéralement, les infos que je vais vous donner, on les retrouve nulle part. On apprend par exemple qu'en 1982, le Conseil de sécurité de l'armée israélienne faisait tout pour créer de la tension entre l'OLP et les islamistes radicaux, mais voulait également confessionnaliser le conflit israélo-palestinien en le transformant en conflit juif contre musulman. Oui, c'est dingue, mais c'est pas fini. On apprend encore plein d'autres choses dans cet article du Canard enchaîné. Par exemple, en 2004, les États-Unis ont envoyé un haut fonctionnaire du nom de Steve Cohen à Gaza pour y rencontrer des responsables du Hamas. Le but de cette entrevue, c'était notamment d'évaluer si le Hamas pouvait représenter, je cite, un contrepoids solide au véritable ennemi américain, Al-Qaïda. Ah oui, le Hamas était quand même une organisation considérée comme terroriste depuis 1997 par les Américains, mais bon, face à Al-Qaïda, j'imagine que toutes les alliances étaient permises. Bon, je sais, je me suis un peu éloigné de mon propos initial portant sur la rencontre entre un émissaire du Hamas et un conseiller de Netanyahou, mais je voulais tout de même vous partager ces petites anecdotes pour que vous compreniez un peu mieux la complexité des relations Israël-Hamas. Mais donc retournons à nos moutons et demandons-nous pourquoi en avril 2005, Netanyahou a-t-il décidé de négocier avec le Hamas qui pourtant commettait des attentats tuant régulièrement des civils israéliens. Tout simplement car Netanyahou est quelqu'un de très intelligent et surtout de très calculateur. En fait, dès 2004, il avait compris que le retrait des troupes israéliennes de Gaza était inéluctable et qu'il ne pourrait pas empêcher un tel projet d'aller à son terme. Alors il va décider d'utiliser une stratégie bien plus sournoise pour arriver à ses fins, faire en sorte que le Hamas prenne le pouvoir à Gaza. En fait, pour Netanyahou, c'est simple. Si le Hamas prend le pouvoir, alors il n'y aura jamais d'État palestinien. L'organisation est classée terroriste et l'opinion internationale n'acceptera jamais de donner un État au Hamas. C'est machiavélique et pourtant ce plan va redoutablement bien marcher. Car à peine un an plus tard, en janvier 2006, le Hamas gagne les élections législatives de Gaza face au Fatah. Et avec cette victoire du Hamas, la possibilité de voir un jour exister un État palestinien va voler en éclats. Car l'opinion internationale va s'insurger comme l'avait prévu Netanyahou et la majorité des pays du globe vont tourner le dos à la Palestine. Les aides internationales allouées au territoire sont en écrasante majorité stoppées et plusieurs pays, dont Israël et l'Égypte, imposent même des blocus financiers extrêmement stricts. Le message est clair, aussi longtemps que le Hamas sera au pouvoir à Gaza, personne n'aidera les Palestiniens et surtout pas question d'entendre parler de la création d'un État officiel de Palestine. La situation va même aller encore plus loin car après la victoire du Hamas, un conflit interne va éclater entre l'organisation et l'OLP. Cette dernière va être obligée de quitter la bande de Gaza pour aller se réfugier dans l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie. Un pouvoir scindé en deux, un peuple divisé, une organisation terroriste au pouvoir et des blocus économiques à n'en plus finir, la situation en Palestine ne pouvait pas être pire. Enfin, si, elle le pouvait. Car en 2009, après une décennie d'absence, Benjamin Netanyahou redevient Premier ministre d'Israël avec une idée claire en tête, rendre impossible à tout jamais l'existence d'un État palestinien. Quand Netanyahou revient au pouvoir en 2009, il a deux objectifs en tête. 1. Faire en sorte qu'aucun État palestinien ne soit jamais créé, ça je pense que ça vous étonne pas trop. Et 2. Augmenter de manière drastique le nombre de colonies israéliennes en Cisjordanie. Bon, rapidement, même si on a parlé presque que de Gaza jusque-là, la Cisjordanie c'est l'autre territoire palestinien dans lequel est parti se réfugier l'OLP à la fin des années 2000. Et même si ce territoire est officieusement palestinien, depuis 1967 et la guerre des 6 jours, de nombreuses colonies israéliennes se sont implantées dans cette région. Et même si cette colonisation a été extrêmement décriée à l'international et déclarée illégale et relevant du crime de guerre par l'ONU en 2024, Benjamin Netanyahou, lui, il est pas du tout opposé à la colonisation de la Cisjordanie. Au contraire, il y est plutôt ultra favorable. Quand il arrive au pouvoir, il veut donc empêcher la création d'un État palestinien tout en continuant la colonisation de la Cisjordanie. Et pour ces deux objectifs, il le sait, il a besoin que le Hamas reste au pouvoir. Car aussi longtemps que ce sera le cas, la Palestine restera divisée. Donc pas d'État palestinien et une facilité accrue pour coloniser la Cisjordanie. Et c'est là que vous commencez à comprendre le sinistre raisonnement de Benjamin Netanyahou. Pour lui, le Hamas, c'est pas un ennemi, c'est un atout. Et sachez que ça va vous surprendre, mais je n'invente pas ce terme. Atout. Non, il vient directement de la bouche de Bezalel Smotrich, l'actuel ministre des Finances de Netanyahou. En effet, lors d'une interview en 2015, Smotrich va déclarer devant des journalistes que le Hamas était un atout pour Israël. L'autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas un atout. Personne ne va les reconnaître officiellement. Ils ne pourront pas aller devant la Cour pénale internationale. Personne
ne leur donnera le moindre pouvoir sécuritaire. Oui, je sais, c'est hallucinant, mais c'est bel et bien ce qu'il a dit. Et là, certains seront peut-être pas encore totalement convaincus de la véracité de mes propos, et penseront que tout cela n'est que supposition, que Benyamin Netanyahou ne peut raisonnablement pas considérer le Hamas comme un atout, alors que l'organisation a tué des centaines d'Israéliens. Eh bien, à tous ceux qui pensent cela, je voudrais que vous preniez 2 petites secondes pour regarder cette photo. Maintenant que vous l'avez bien en tête, sachez que tout simplement que dans ces valises, il y a du cash. Beaucoup de cash. Des millions de dollars en cash. Et ces valises de cash, si je vous en parle aujourd'hui, c'est car elles sont l'illustration physique de la stratégie macabre de Bibi Netanyahou. Car voyez-vous, ces valises de billets proviennent du gouvernement qatari, et elles sont à destination du Hamas. Car oui, le Qatar, c'est connu, fait partie des États qui soutiennent ouvertement le Hamas depuis de nombreuses années. Ils leur ont envoyé des centaines de millions, voire des milliards de dollars en cash au cours de la dernière décennie. Et ces envois en cash, justement, étaient connus de Benyamin Netanyahou. Pire, ils étaient souvent encouragés par le chef d'État israélien, car ce dernier n'était pas dupe. Il savait que si le Hamas n'avait plus d'argent, alors il serait plus en mesure de tenir Gaza, et l'organisation finirait par s'écrouler sur elle-même. Il va donc autoriser les Qataris à envoyer massivement de l'argent vers Gaza pendant de nombreuses années, tout en ne se faisant aucune illusion sur la manière dont cet argent serait utilisé. Netanyahou savait que l'écrasante majorité de la population palestinienne ne verrait jamais la couleur de cet argent, et que l'intégralité de ce cash serait utilisée par le Hamas pour acheter des armes qui seraient ensuite utilisées par l'organisation pour tuer des civils israéliens. Benyamin Netanyahou le savait très bien, mais dans son obsession de maintenir la Palestine divisée, il va tout faire pour que le Hamas reste au pouvoir. Un dernier petit exemple pour vous montrer cela date de 2020, lorsque le Qatar a soudainement décidé de couper les ponts avec le Hamas et d'arrêter de lui envoyer de l'argent. Pris de panique, Netanyahou va envoyer des émissaires, dont le chef du Mossad Yossi Cohen, pour convaincre le gouvernement qatari de continuer à envoyer de l'argent au Hamas. Selon Avigdor Lieberman, chef du parti israélien Yisrael Beitenu, Benyamin Netanyahou aurait littéralement supplié le Qatar de continuer à envoyer de l'argent au Hamas. J'ai bien dit supplier. Preuve encore une fois que le Hamas était vu par Netanyahou comme un véritable atout, capable de servir ses intérêts et de l'aider à gouverner. Sauf que forcément, au bout d'un moment, à force d'aider le Hamas à se renforcer, l'inévitable va finir par se produire. Diviser pour mieux régner. Voilà la stratégie qu'a utilisée Benyamin Netanyahou pendant de si nombreuses années. Tout mettre en place pour rendre impossible la création d'un État palestinien, même si cela voulait dire laisser une organisation terroriste prospérer. Et l'attaque du 7 octobre 2023, qui est la plus meurtrière de l'histoire d'Israël, n'est justement que l'effroyable conséquence de cette stratégie machiavélique. Benyamin Netanyahou n'imaginait sans doute pas que le Hamas soit capable d'une attaque d'une telle ampleur, mais il ne pouvait ignorer qu'en permettant à cette organisation d'exister, il exposait son pays à ce genre de catastrophe. Car forcément, à force d'aider le Hamas a prospéré, ce dernier a pu s'organiser, mieux s'armer et mettre sur pied une opération aussi bien planifiée que celle du 7 octobre 2023. Et si depuis le lancement de ces attaques, Netanyahou a fortement condamné le Hamas et appelé à sa destruction totale, en réalité c'était déjà trop tard. Le mal était déjà fait et 1 millier d'Israéliens ont perdu la vie suite aux attaques du Hamas. Et la réponse d'Israël, brutale et meurtrière, est elle aussi le symbole de la faillite de la stratégie de Benyamin Netanyahou. En lançant des bombardements massifs sur la bande de Gaza qui ont déjà tué des dizaines de milliers de personnes, dont une majeure partie de civils, le chef d'État israélien est doublement coupable. Coupable de massacrer des innocents et coupable de ne pas avoir réussi à protéger sa population en aidant une organisation terroriste à prospérer. Car oui, diviser pour mieux régner, ça peut marcher un temps, mais au bout d'un moment, cette stratégie atteint ses limites. Imposer un blocus immense sur un territoire depuis près de 20 ans, laissant la population civile dans une situation de détresse absolue, tout en aidant l'organisation terroriste au pouvoir à prospérer, ça ne pouvait que mal finir. D'ailleurs, en Israël, de nombreux opposants ont souvent alerté Netanyahou sur les dangers de sa stratégie, expliquant que tôt ou tard, il en paierait les conséquences. Mais sourd aux critiques et suivant sa quête obsessionnelle de diviser les Palestiniens le plus possible, Netanyahou s'est entêté et a continué à sciemment voir le Hamas comme un atout et non pas comme une menace. C'est même encore plus fou quand on sait que peu avant les attaques du 7 octobre, les services secrets israéliens avaient été avertis que la situation allait exploser et que le Hamas s'apprêtait à passer à l'offensive. Des avertissements nombreux qui n'ont pas été pris au sérieux par les autorités israéliennes et Benyamin Netanyahou, qui ne s'imaginaient sans doute pas que le danger était réel et surtout imminent. Pire, selon le New York Times, Israël avait reçu le plan d'attaque du 7 octobre nommé Jericho Wall plus d'1 an en avance, mais avait décidé là encore d'ignorer cette alerte, jugeant ce scénario surréaliste. Des révélations qui montrent une fois de plus la faillite totale de la stratégie de Netanyahou. Il n'arrivait pas à concevoir qu'à force d'aider le Hamas à gouverner à Gaza, l'organisation allait un jour avoir les capacités pour mettre sur pied une telle opération. Pourtant, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé, et aujourd'hui, le sang des victimes du 7 octobre 2023 est autant sur les mains du premier ministre israélien que sur celle du Hamas. L'histoire qu'on nous raconte depuis 8 mois absolument partout, sur
sur internet, la télévision, dans les journaux, à la radio, est donc fausse et fortement biaisée. On essaye de nous présenter Netanyahou comme un président moral qui combat une organisation terroriste afin de protéger son peuple. Or, ce n'est pas le cas. Benjamin Netanyahou est un personnage cynique qui savait pertinemment qu'en aidant le Hamas à se développer, il mettait potentiellement en danger la sécurité de son propre peuple. Et d'ailleurs en Israël, beaucoup réclament sa démission, expliquant que l'attaque du 7 octobre n'est que le résultat macabre de la politique commencée par Netanyahou il y a de cela plus de 20 ans. Car ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, à force de jouer à la roulette russe avec de la dynamite, ça finit inévitablement par exploser. Je sais que beaucoup d'entre vous vont pas apprécier cette vidéo, je le sais. Le conflit israélo-palestinien, c'est probablement l'un des sujets les plus épineux au monde, et même si beaucoup essaient de le simplifier de manière binaire avec un méchant contre un gentil, c'est pas le cas, et ce qu'il se passe au moment même à Gaza le prouve. C'est pas le gentil Netanyahou contre le méchant Hamas, tout comme ce n'est pas le gentil Hamas contre le méchant Netanyahou. Avec cette vidéo, c'est vraiment ce que je voulais que vous compreniez. Certes, le Hamas est une organisation terroriste, mais il faut pas oublier que pendant des décennies, a été très utile à Israël et à Netanyahou, car comprenez bien qu'avoir un ennemi à combattre, c'est le meilleur moyen d'avoir les mains libres pour pouvoir gouverner en toute impunité. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous comprenez un peu mieux le jeu de pouvoir qu'il existe entre les différents partis impliqués. D'ailleurs, et c'est mon avis personnel et ça n'engage pour le coup que moi, mais si Israël veut vraiment se débarrasser du Hamas, le pays doit d'abord se débarrasser de Benjamin Netanyahou, car ce dernier n'est pas bête et sait que s'il arrive à détruire totalement le Hamas, alors l'hypothèse de voir la création d'un État palestinien reviendra sur la table. Et ça, comme vous le savez, c'est juste le pire cauchemar de ce personnage si cynique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse, et même si vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo, faites-le moi savoir, je lirai vraiment tous vos messages. Merci encore pour tout votre soutien, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, vraiment j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, et je sais qu'elle sera pas parfaite, mais j'espère qu'au moins elle vous aura un peu éclairé. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.